Daniel Messager, je suis journaliste. Je vais avoir le plaisir d'animer cet atelier. Alors, un atelier que les organisateurs ont intitulé « Les minorités sont plus à risque d'invisibilité lorsqu'elles vieillissent ». Plus à risque parce que c'est un peu comme s'il y avait en fait une double peine. Des personnes qui sont victimes à la fois d'agisme et puis des personnes qui vivent pendant leur vieillesse aussi ce qu'elles ont un peu toujours vécu avant, c'est-à-dire le rejet et les discriminations. Et tout ça, ça fait effectivement une double peine. Donc si on peut reconnaître que la société a quand même un petit peu évolué, un petit peu s'est montrée un petit peu plus tolérante, on va dire, ces 15-20 dernières années, en particulier grâce aux associations et aux militantes et militants de ces différentes associations. Tous n'en bénéficient pas de cette ouverture et de cette tolérance. Et souvent, les vieilles et les vieux LGBT+, LGBTQI restent isolés. Car il y a souvent dans leur histoire des ruptures familiales en raison de leur orientation, des ruptures professionnelles en raison parfois de problèmes de santé, avec des parcours non linéaires qui entraînent évidemment des problèmes financiers au moment de la retraite, et puis aussi à cause de maladies qui là aussi viennent en rajouter sur la vulnérabilité. On parle VIH-Sida évidemment, mais pas que. On sait très bien que les personnes minoritaires ont souvent des accès moins faciles auprès des établissements de soins, que parfois elles-mêmes se mettent en retrait des soins puisqu'elles ont souvent été l'objet de discrimination et de rejet. Donc il y a aussi ces problèmes de santé qui viennent se rajouter. Tout ça, ça entraîne une vulnérabilité supérieure. J'ai retrouvé quelques chiffres de l'INSEE qui datent de 2 ans. Si on estime à 1 million le nombre de seniors LGBTQI, 65% vivent seuls, 90% sont sans enfants et 51% subissent un isolement total. Donc, pour lutter contre tout ce qui vient leur tomber sur les épaules au moment de la vieillesse, et pour surtout dire que ce n'est pas une fatalité et qu'il y a effectivement des choses à faire. C'est pour ça qu'on est là pour en débattre, et c'est l'ensemble de ce contre-salon qui est là pour proposer aussi des solutions avec les associations, car il peut y avoir une autre vieillesse que celle qui est imposée par son choix de vie. Donc, nous allons en discuter pendant cet atelier avec les différentes personnes présentes. Il y a donc Francis Carrier, qui est, je vous présente après, je vous donne les noms des différents intervenants. Francis Carrier, Sylvain Guyot, et Sylvain, vous êtes venu accompagner. Alors, j'ai eu les noms un petit peu au dernier moment, dont j'espère, je ne vais pas m'en tromper. Vous êtes Anne-Marie? Non? Alors, voilà, excusez-moi. Donc, vous êtes Catherine Claverie, d'accord. Et puis, monsieur... D'accord. Alors, vous vous présenterez, je vais donner la parole à chacun d'entre vous et chacune d'entre vous un petit peu. On va commencer avec vous, Francis Carrier. Les personnes qui viennent à ce contre-salon vous connaissent certainement. Vous êtes un des organisateurs, vous avez fondé Grey Pride. Peut-être en introduction, dire quelques mots sur cette invisibilité. Donc, concernant les personnes âgées, elle est déjà réelle dans la société en général. Concernant les personnes LGBTQI, pour les différentes raisons que je viens d'évoquer, il y en a peut-être encore d'autres, elle est encore plus importante, cette invisibilité. Donc, quelques mots sur cet état des lieux, cet état de fait déjà. L'état des lieux, je l'ai fait il y a 10 ans, quand j'étais au Petit Frère des Pauvres et que je visitais des personnes âgées à leur domicile ou en établissement. Et naturellement, vu que j'ai un passé militant, j'ai posé la question aux responsables des petits frères, mais est-ce que dans les gens que l'on suit, il y a des lesbiennes, il y a des gays et là, j'ai quand même vu
les gens me regardaient, pas par homophobie, mais j'ai vu que c'était une non-question. C'était quelque chose qui arrivait du mal à monter au cerveau, c'est-à-dire parler de vieux et d'orientation sexuelle ou de sexualité, ça va pas ensemble, quoi. Et donc, j'ai analysé un petit peu la situation, j'ai regardé si des choses se passaient à l'étranger. Et bon, aux États-Unis, il y a des choses qui se font parce que il y a une logique communautaire qui est très forte, et donc c'est les communautés qui doivent défendre leurs propres intérêts sans attendre que l'État soit là pour suppléer à quoi que ce soit. Donc, effectivement, dans des pays comme ça, il y a des choses qui se sont faites par la militance et l'argent purement privé. Mais nous, en France, étant donné qu'on est dans une logique inclusive, qu'on fait appel au bien public et aux ressources publiques, j'ai vu que bon, rien n'était fait. Et pour moi, parler d'orientation sexuelle et être obligé tout d'un coup d'imaginer qu'on doit revenir au placard parce qu'on a 60, 70, 80 et que l'on doit tout d'un coup taire son histoire. C'est-à-dire, c'est pas quand on parle de sexualité des vieux, pour les minorités, c'est pas seulement ne pas avoir de sexualité, mais c'est aussi l'impossibilité de raconter ses douleurs, ses plaisirs, son histoire avec qui on a vécu, et tout ça c'était inimaginable. Et donc c'est là que je me suis décidé, je me suis dit, j'ai consulté quand même toutes les associations LGBT du coin, et j'ai dit il y a quelque chose à faire. Et donc en 10 ans, le constat que je fais, c'est que c'est devenu un sujet. Il n'est pas traité, c'est-à-dire qu'on n'a pas les solutions. Mais maintenant, n'importe où je vais, lorsque j'interviens dans un EHPAD, je peux parler des sexualités, je peux parler des minorités. Je ne dis pas du tout que les choses soient faciles et qu'on a trouvé des solutions pour permettre aux gens de vivre leur vie jusqu'au bout sereinement. Mais en tout cas, d'une non-question il y a 10 ans, c'est devenu une question acceptable. Voilà. C'est ça pour moi qui a fait beaucoup bouger les marges. Sylvain Guyot, vous êtes président de Grey Pride, que Francis a créé. Je suis l'actuel président. J'ai repris la suite de Francis en mars 2022. Et moi, je fais partie des LGBT qui sont restés très invisibles toute leur vie. Parce que professionnellement, c'était à risque. Donc, et je suis venu me mettre à l'abri dans l'habitat partagé expérimental qui a été créé par Grey Pride en 2020. Et c'est comme ça que on en dit un mot tout de suite de cet habitat partagé, puisqu'on va l'évoquer à plusieurs reprises. Une expérience de créer un habitat affinitaire. Donc là, on est dans un appartement avec 5 chambres, hein, chacun a sa chambre, avec un projet où chacun se choisit. Donc ça veut dire que quand il y a un qui part et un qui arrive, il faut l'aval de tout le monde. On n'impose pas. On n'est pas comme dans les EHPAD où on va placer les gens, ou dans beaucoup d'habitats d'ailleurs participatifs. Quand on regarde les projets, beaucoup de porteurs de projets s'imaginent trouver une nouvelle solution par rapport aux EHPAD en disant c'est génial, on fait des habitats participatifs, d'accord, mais on n'a pas le droit d'y vivre plus que quand on est en EHPAD. Donc nous, on a un habitat participatif où on a le droit de recevoir déjà qui on veut, ce qui est quand même pas mal quand on veut refaire sa vie. Et puis, surtout, on est libre de construire le cadre. C'est-à-dire c'est les habitants eux-mêmes qui construisent le cadre. Dans un, on veut manger ensemble tous les jours. Dans l'autre, on veut manger ensemble une fois par mois. Après, entre les deux, chaque groupe aura ça. Mais chacun doit choisir son cadre de vie. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le fait qu'on nous impose, mais dans le fait qu'on décide nous-mêmes. Voilà, ça c'est important. Et moi, je le dis sincèrement, c'est-à-dire que je fais partie d'une grande partie des LGBT qui étaient en dehors des radars des associations. Jusqu'à il y a 2 ans et demi, je n'avais jamais mis les pieds dans une association LGBT. Et je suis venu me mettre à l'abri. Parce qu'on voit bien que quand on vieillit, qu'en plus on est, mais Stéphane va en reparler un peu plus, VIH, c'est compliqué. Et que quand on a besoin de se protéger, il faut trouver un habitat affinitaire. Voilà. Mais c'est parce que l'âge venant, pour bien comprendre, l'âge venant, on se sent plus exposé, parce qu'on Alors se il y a sent 2 plus choses. fragile, L'âge est différent selon les personnes. Quand vous prenez des médicaments depuis 25 ou 30 ans, vous n'avez pas la même résistance que quand vous ne l'avez pas fait. Et je pense que pour moi, il y a eu 2 choses. Il y a eu le fait que je me suis retrouvé seul. Alors que pendant 30 ans sans discontinuer, j'ai eu une vie de couple. Donc ça change. Voilà. D'un coup, on se retrouve seul. En plus en province. En plus dans la Nièvre, vous imaginez.
Bon, même pas dans une ville principale. Donc là, c'est compliqué. Donc là, on se retrouve isolé et on se dit mais vers où je vais quoi. Voilà. Et puis après, il y a les petits problèmes qui commencent. Des fois, on a des petits bobos. Des fois, on a un rhume qui dure plus longtemps, une bronchite qui nous met au lit 8 jours. Enfin, vous voyez, des petites choses comme ça. Donc voilà. Mais c'est vrai que ce qui m'a attiré dans l'Habitat Grey Pride, c'est le fait qu'on pouvait choisir et construire, et que j'allais choisir les gens avec qui j'allais vivre. Parce qu'il y a plein d'autres projets, on ne choisit pas, hein, on vous met là, et puis vous ne pouvez pas recevoir entre 21h et 9h. La sexualité s'arrêterait-elle à cet âge-là? Non, je ne pense pas, quand je vois Francis qui est beaucoup plus vieux que moi, donc j'ai encore de la marge. On ne connaît rien de sa sexualité. Mais concrètement, Francis, quand on veut intégrer une structure de ce type, on s'adresse à l'association et on dit maintenant ça m'intéresserait de faire ce type d'habitat avec d'autres personnes. Concrètement, ça se passe comment? Oui, on nous contacte. Voilà, on nous contacte et il y a un processus d'accompagnement, un processus d'intégration. C'est-à-dire qu'en fait, on va être mêlé au groupe ou constituer un nouveau groupe. Il y a des nouveaux groupes qui sont en route, mais pas seulement sur Paris d'ailleurs, ailleurs. Et puis, on est sur une réflexion un peu plus large parce que nous, on est sur un appartement avec chacun sa chambre. Mais ce n'est pas forcément ce que chacun veut. Et Stéphane va nous en parler 2 minutes, mais il y a des projets comme les potagers qui nous intéressent parce que ce sont des appartements, chacun son appartement, et ça reste dans une inclusion totale. Il faut bien préciser que nous sommes dans l'expérimentation. Tout à fait. On est en train d'inventer quelque chose. La cohabitation n'est pas quelque chose de culturellement connu en France et accepté et envisagé positivement. La cohabitation est en général vécue comme une contrainte et non pas quelque chose qui apporte un plus à la vie de chacun. Donc, on est en train d'essayer d'inventer. Il y aura certainement des choses qu'on devra abandonner. Et puis, il faut être dans le choix. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais proposer un modèle idéal. Il faut que ces modèles soient multiples pour que chacun puisse aller dans un lieu qui lui convient. Et je dirais que de façon globale, la vieillesse, et ça dépense largement la communauté LGBT, c'est que on doit pouvoir imaginer des lieux qui nous ressemblent et non pas être placés dans des cases et des lieux qui se sont standardisés. Et cette notion de place même qui est aujourd'hui offerte dans la société est un espace de violence, puisqu'on est obligé de se réduire à la place que l'on a réservée pour nous. Ben non, il va falloir, pour imaginer une vieillesse bienveillante, que ces places, c'est nous qui la décorions, qu'elles soient adaptées, qu'elles soient rondes ou grandes ou petites ou carrées ou ce que je veux, mais qui correspondent aux habitants qui y sont. Et que les lieux correspondent à ces habitants, que ce ne soient pas des lieux standardisés qui ressemblent à des hôpitaux. Alors, je vais vous donner tous la parole un petit peu, puis à vous dans la salle, bien évidemment, puisqu'on a évoqué les potagers, Stéphane. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Alors, tout à fait, sauf que je ne suis pas là pour parler que des potagers. C'est l'idée. Non, mais déjà, vous pouvez nous dire de quoi il s'agit. Tout à fait. Donc, les potagers de Rosa Bonheur. Rosa Bonheur, c'est un lieu à Paris, puis il y en a 4. C'est un petit peu l'esprit de la Camargue, de la guinguette qui a été installée à Paris par Michel Cassaro. Michel Cassaro est une militante lesbienne des années 90-2000. Elle a fait un lieu qui s'appelle le Pulp, qui a été le premier lieu de musique électronique à Paris, de 97 à 2007. Et donc Mimi, avec toute la bande des filles du Pulp, il y avait Jennifer Cardini, il y avait Chloé, il y avait beaucoup de femmes DJ, pardon. Donc elle a monté ça. Et le Rosa Bonheur, c'est un peu ça. Donc les potagers de Rosa Bonheur, c'est un lieu, un habitat participatif, que nous on aime appeler hétéro-friendly. Donc on est majoritairement des personnes LGBTQI+, mais on accueille évidemment nos amis hétérosexuels. Et l'idée de ce lieu, c'est que sa particularité par rapport aux autres lieux qui existent d'habitat participatif, c'est que chez nous, une des finalités, c'est de faire la fête. Et de faire la fête jusqu'au bout. C'est-à-dire de faire une guinguette avec un festival de musique, etc., pour vraiment mourir sur scène, comme disait Dalida. C'est un peu notre idée, et c'est la spécificité de ces lieux des potagers de Rosa Bonheur. D'accord.
Alors, je donne la parole maintenant à Anne-Marie. Et je parlerai après du VIH parce que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est important, les potagers de Rosa Bonheur, mais c'est aussi la visibilité des personnes vivant avec le VIH qui est importante. Ok, on reviendra dessus, mais que tout le monde s'exprime un petit peu. Anne-Marie, donc, le thème de cet atelier, comment vous la vivez, vous, cette invisibilité? Est-ce qu'elle est encore accrue en raison de la vieillesse? Vous vous présentez pour qu'on sache bien votre parcours en Oui, en 30 alors moi secondes? je suis Anne-Marie. J'ai toujours déclaré que j'étais lesbienne, même quand c'était très compliqué. Je pense que ma famille s'est séparée de moi, ou je me suis séparée de ma famille très jeune. Ça a été compliqué au niveau du boulot. Il y a eu de la discrimination, de la violence, enfin bref, comme beaucoup de gens, quoi. C'est pas... Enfin bref. Donc, à la limite, moi je pense que je suis pas assez vieille pour ressentir de l'invisibilité. Dans l'état actuel des choses, je pense que là, c'est peut-être un moment de tranquillité dans ma vie que je n'ai pas eu avant, parce que j'ai fait des choix, mais des choix douloureux. Et donc là, je ne me sens pas invisible, je me sens visible. Et voilà. Mais je pense que ça va poser problème si un jour je vais aller dans un EHPAD, parce que comme tout le monde, je dis je ne veux pas y aller, mais pour le moment, ça va être difficile de ne pas faire. Voilà. J'irai sûrement. Et donc là, ça va être compliqué, parce que les personnes qui viendront me voir, ce seront des amis qui sont homosexuels, et ce ne sera peut-être pas obligatoirement bien perçu, quoi. Voilà. Alors justement, on va reparler de comment former les personnels des EHPAD aussi pour qu'il n'y ait pas cette discrimination qui se poursuive encore à l'intérieur des EHPAD. Christine, donc personne trans, est-ce que vous êtes dans un processus où cette invisibilité va, selon vous, s'accentuer avec la vieillesse aussi, et comment lutter contre ça? Alors, je m'appelle Christine Rougemont, je suis une femme trans. Contrairement à beaucoup de femmes trans de mon âge, j'ai transitionné, j'avais 14 ans, parce que j'étais très entouré par ma famille, donc j'ai 60 ans maintenant. Et donc, je commence à devenir moins jeune, mais bon. Et alors, je vais mettre un peu les deux pieds dans le plat. En fait, les trans, ça a toujours été invisible. On en parle beaucoup aujourd'hui dans les médias, mais ça a été invisible. C'est-à-dire que moi, je connais plein de femmes trans ou d'hommes trans qui ne transitionnent pas parce qu'ils disent à l'époque j'ai été contraint de faire ma vie avec quelqu'un ou sans personne, j'ai des enfants, j'ai un compagnon ou une compagne et je ressemble à un couple cis hétéro, mais donc je ne vais pas transitionner, mais j'ai besoin de venir voir d'autres personnes comme moi parce que je souffre. Et en fait, je connais aussi des femmes dites lesbiennes qui me disent, mais en fait, je suis un homme trans, mais si je transitionne, on va me dire que je trahis la communauté, on va me dire que, en fait, c'est une lubie parce que j'ai envie de le faire comme ça, parce que je vois que ça existe. Maintenant, c'est des personnes qui ont été en souffrance. Moi, je me rappelle de l'époque où ça n'existait pas. C'est-à-dire que moi, les infos, je les avais pas. J'ai juste dit à ma maman, moi, je me ressens comme ça, et ma maman m'a dit, c'est pas un problème. Mais c'était extrêmement rare de se trouver dans ce genre de situation. Aujourd'hui, les femmes trans de mon âge, on est très peu à avoir transitionné il y a longtemps, à part, vous le savez très bien, une trans, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait le tapin ou le cabaret. C'est ça. C'est pas quelqu'un qui a... Moi, je suis réalisatrice, j'ai été journaliste, mais j'ai même été instite, mais à chaque fois qu'on apprenait, parce que ayant transitionné jeune, j'ai toujours ressemblé à une femme, et dès qu'on apprenait que j'étais trans, je perdais mon boulot. C'était clair et net. Et en fait, la question qui se pose maintenant, c'est comment une femme trans peut vivre âgée quand elle va perdre son indépendance, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que si les gens autour ne savent pas qu'elle est trans, ils vont finir par l'apprendre. Même si elle a transitionné, ils vont finir par l'apprendre parce que quand on a un certain âge, on peut avoir des problèmes de santé, qu'on a un suivi particulier en tant que personne trans et qu'on a une ALD qui est indifférenciée aujourd'hui. Avant, elle était carrément spécifique des maladies mentales. Donc, on a une ALD indifférenciée. Donc, les gens peuvent se poser la question. Sur nos extraits d'actes de naissance, c'est indiqué le changement de genre et le changement de prénom en marge, donc ça se voit. Le fait est qu'on peut avoir des maladies qui ne sont pas du genre qu'on a en apparence. Par exemple, on peut avoir un cancer de la prostate. Ça peut arriver. Ou... un homme trans ne pourra plus avoir, s'il a eu une mammectomie, de cancer du sein, mais voilà, on est face à des situations paradoxales, c'est-à-dire de pouvoir plus vivre sa vie
sans que ça gêne trop, même si on a eu beaucoup de difficultés à s'intégrer dans la société parce qu'il n'était pas évident de s'intégrer, qu'on nous refusait cette intégration. Enfin, moi, je l'ai vraiment vécu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on apprenait que j'étais trans, je perdais mon taf, ou j'étais pas titularisé alors que j'avais passé un concours. Enfin, bon, voilà, quoi, c'était un peu ça. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec cette souffrance, se dire, bah, si je viens dans un EHPAD, comment le personnel soignant va me prendre? Si j'ai pas eu par exemple, je suis une femme trans, mais j'ai pas eu de vaginoplastie, est-ce que des soignants vont accepter de faire ma toilette? Est-ce qu'ils vont accepter? Si je suis un homme trans et que j'ai une vulve, est-ce que les personnels soignants vont accepter de s'occuper de moi si j'ai besoin d'aide? Est-ce qu'ils vont continuer de me donner mes traitements? On est confronté à tout ça, en fait. Bon, on va revenir parce que c'est vrai qu'on voit bien qu'on commence à pas mal évoquer ce problème de regard sur l'autre, de discrimination et de comment les personnels vont être formés, puisque votre inquiétude, c'est déjà ce qui commence à ressortir. Voilà, comment je vais être perçue, moi, à l'époque où je serai dépendante et à un moment où, effectivement, j'aurai besoin des autres, même pour des soins intimes. Peut-être un mot de votre part, Catherine, sur ce parcours et est-ce que vous avez cette sensation d'invisibilité qui s'accentuerait l'âge venant? Je sais pas, je dirais pas ça, mais moi je suis un peu comme Sylvain. J'ai vécu jusqu'à il y a 2 ans en dehors de la communauté homosexuelle. J'ai vécu une vie de couple, enfin deux fois de suite une vie de couple, mais la dernière fois j'ai été confronté à la maladie de ma compagne, et là j'ai vu dans les hôpitaux comment on me regardait. Vous êtes qui par rapport à elle? Vous êtes qui pour demander des explications? Vous êtes qui? Et non. Mais une fois que vous répondez, j'avais passé ce stade-là. Une fois que vous répondez, je suis. Ce que pensaient les gens. Mais est-ce que cette question, qui peut sembler un peu banale au départ, est-ce que on passe à autre chose une fois que vous avez répondu, bah, je suis sa compagne et puis voilà quoi, ou ça non. persiste une espèce de suspicion. Ça persiste un peu. Enfin, il y a eu des époques où ça durait un peu longtemps. Au début, ça persistait. Il a fallu dire, ben voilà, on est paxé, donc puisqu'il y avait le Pax. Puis après, j'ai dit, ben on est mariés, donc. Mais même au dernier moment, je veux dire, quand on m'a téléphoné pour le décès, quand je suis arrivé, on m'a dit, mais vous êtes qui? Parce que oui, parce qu'elle n'est pas restée très longtemps à l'hôpital avant de décéder, donc le personnel qui n'était pas le même que la veille ne me connaissait pas. Et là, quand j'ai dit, bah oui, non, mais c'était ma femme, la personne, elle restait un peu la bouche ouverte quand même. Et puis elle m'a dit, oui, bah c'est là-bas au bout, voilà. Bon, c'est tout, ça s'est terminé comme ça. Donc moi, j'ai le sentiment qu'effectivement, c'est plus dans la maladie et la dépendance qu'on a cette invisibilité. Moi, je dirais que c'est pas forcément l'âge, c'est tout ce qui se rapporte à l'âge. Voilà, c'est plus tous ça. les inconvénients de l'âge. Ouais. Moi, vers 50 ans, j'ai décidé que je me cacherais plus. Donc, je disais pas ouvertement dans mon milieu de travail que j'étais lesbienne, mais enfin, je pense que ça se voyait, donc je mettais pas des mots dessus, les gens étaient obligés de faire avec. J'étais un petit peu discriminé là-dessus, mais ça finit par s'arranger. Au niveau de la famille, j'ai jamais eu de problème. Mais j'ai quand même constaté, quand je suis devenue veuve, j'ai dit maintenant, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Une fois parce que déjà, il y a le problème que quand tu es avec quelqu'un qui est dépendant, bah, ça t'occupe 24 heures sur 24. Puis là, d'un seul coup, ça fait un grand vide. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et puis, bon, j'ai cherché et j'ai trouvé un groupe de femmes qui s'appelle les Señoritas, qui à l'époque se réunissaient au centre LGBT. Puis depuis, on a fait du chemin ensemble et on a fondé une association. C'est la première association de femmes lesbiennes âgées de plus de 55 ans. On doit être les seuls en France, parce que les autres associations de lesbiennes, c'est interâge, je veux dire, mais il y a beaucoup de jeunes, plus que... Et nous, on cherche à lutter contre l'invisibilité, on cherche à les sortir de la solitude, on organise des réunions, on organise des sorties, on est plutôt sur le plan convivial, et puis là, on est dans une phase, l'association, on l'a créée en mars 2023, donc vous voyez, c'est très récent, mais on est maintenant, la deuxième phase, c'est de nouer des partenariats avec Grey Pride, avec d'autres associations, pour faire connaître le problème des vieilles lesbiennes, on va dire ça comme ça, ou des lesbiennes âgées. J'ai deux
deux amies là dans la salle qui sont aussi des lesbiennes. Elles pourront parler de leur militantisme. On a de tout. On a des femmes qui ont été mères, enfin qui sont mères, grand-mères, arrière-grand-mères pour une ou deux, et qui maintenant cherchent à être tranquilles, effectivement. Et un peu ce que dit Sylvain, se mettre à l'abri, quoi. C'est-à-dire être dans des lieux, se réunir dans des lieux où on est tranquille, où on est sûr de pas être embêté, de pas avoir le regard, de dire c'est quoi toutes ces bonnes femmes. Alors certes, on va dans des restaurants, mais c'est vrai que c'est pas facile tout le temps. On voit bien certaines fois les serveurs qui disent bonjour monsieur dame, et on le dira non, on n'est que des dames ici. Bon voilà. Donc non, c'est important de s'interroger sur ce que va être notre vieillesse. On a différents âges. C'est vrai que celles qui n'ont pas encore 70 ans se disent c'est encore un peu loin, mais on a des adhérentes qui ont plus de 80 ans, qui sont malades pour certaines, et qui se posent la question qu'est-ce que je vais devenir? Donc et on voit bien aussi la solitude, parce que vous avez cité des chiffres tout à l'heure, mais c'est vrai. La plupart, soit parce qu'elles ont perdu leur compagne, soit parce qu'elles sont restées seules plus ou moins toute leur vie, mais elles sont dans une grande solitude quand même. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à les faire sortir de chez elles. Elles ont tellement eu l'habitude d'être cachées quand même, quoi. Voilà. Alors, je vais vous donner la parole aussi, mais je voudrais juste qu'on apporte une petite précision sur... On entend bien votre crainte quand vous allez être plus âgé, et peut-être obligé d'aller dans un établissement par choix ou par obligation, d'être face à ces soignants qui ne seront pas toujours bien formés, qui ne seront pas toujours forcément dans l'empathie ou dans la bienveillance. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, à Grey Pride pour mettre en place des formations? Est-ce qu'il y a des chartes? Est-ce qu'il y a vraiment voilà, une mise en route de quelque chose pour que le regard et les actes changent? Alors, quand j'ai réfléchi à ce problème, il y avait deux solutions. Soit créer des lieux LGBT, à majorité LGBT, et donc de dire que c'est des lieux qui seraient spécifiques pour accueillir une communauté. Mais même s'il en existera, il faut avoir un peu les chiffres en tête. C'est-à-dire qu'il y a 14-15 millions de retraités en France, il y a à minima 1 million de LGBT vieux, je parle, et il y a à minima 200 000, 150 à 200 000 vieux LGBT dépendants. Alors, si on crée une ou deux structures où il y a 20 places ou 30 places, qu'est-ce qu'on fait des 100 000 autres? Est-ce qu'on met le mouchoir dessus en disant il y en a qui vont trouver leur place et puis les autres, qu'est-ce qu'ils font? Donc moi, j'ai choisi, je me suis dit, même si c'est un travail de fond, j'ai préféré de me dire, et puis c'est dans ma logique inclusive, j'ai préféré de me dire que peut-être qu'il faut s'attaquer à la formation, il faut aller mettre les pieds dans le plat dans toutes les structures d'aide à domicile, d'aide donc des établissements EHPAD, maisons de retraite, etc., pour former les équipes à la diversité, à la sexualité et à l'identité. Et en fin de compte aussi, ce qui est la force un petit peu de cette démarche, c'est que ce que j'ai compris, c'est que les hétéros sont pas mieux traités que les homos. C'est-à-dire que même si nous craignons d'être encore plus discriminés, il faut comprendre que les hétéros en général sont considérés comme des objets de soins, ne sont plus des sujets. Et donc cette perte d'identité, ah oui, il y a la fête, c'est parce que c'est normal, ça va se calmer. Voilà, donc c'est dommage, on aurait bien aimé écouter aussi. Bon, c'est bien d'avoir des chansons. Okay. Voilà. Donc pour finir, même si on est un peu perturbé, c'est de dire que même si c'est une transformation culturelle qui prendra du temps, eh bien il faut démarrer des formations, faut expliquer, faut faire discuter les gens, faut revenir sur le problème de la diversité et de l'identité, c'est-à-dire que nous sommes tous différents et qu'on doit être pris en compte dans notre globalité et pas seulement sur des besoins primaires, ce qui est la réponse actuelle. Manger, dormir, soigner, mais dans une réponse qui répond aux aspects existentiels et
émotionnel de ce que nous sommes, et en termes, bien sûr, de notre diversité, en termes d'identité, eh bien, ça doit être pris en compte au même titre que tout le monde. Mais alors, j'aimerais savoir, juste pour que ce soit bien clair, cette formation, vous tapez aux portes des EHPAD et vous dites bonjour, on est Grey Pride et on va vous former. On est au démarrage, voilà. Et comment c'est perçu, ça? C'est perçu, la mairie de Paris nous a accompagnés là-dessus, c'est-à-dire que dès que j'ai proposé ça, j'ai rencontré les élus de la ville de Paris qui ont une quinzaine d'EHPAD qui sont gérés directement par la ville. Et donc, il y a eu l'accord dès le départ avec une annonce d'Hidalgo, de la maire de Paris, pour que tous les établissements soient formés et reçoivent le label. Pour l'instant, il y a 2 établissements, mais plus qu'un label, je dirais que c'est un changement culturel. On passe pas d'homophobe à sympathisant des homosexuels parce qu'on fait simplement une formation. Vous le savez très bien. Ça demande beaucoup de temps par rapport à la séropositivité, par rapport à l'identité de genre. C'est des choses qui sont sensibles parce que on n'est plus dans le professionnel, on touche l'individu. Hein. Quand on parle de sexualité, on parle de la sexualité de chacun. Et donc, on casse le rapport de domination qui peut exister entre aidant et aidé. Et donc, tout d'un coup, on bascule dans une zone qui est beaucoup plus floue. Donc, c'est là qui est aussi c'est intéressant parce que ce flou permet de s'engouffrer pour dire, eh bien oui, il faut que vous reproposiez des questions sur votre méthodologie de travail, sur la façon dont vous percevez celui dont vous vous occupez en face. C'est ça qui est intéressant. Alors, un mot, Stéphane, justement, sur la spécificité liée aux personnes séropositives. Oui. Alors, donc moi, je viens de la lutte contre le VIH-Sida. Je vis avec le VIH depuis 23 ans et je vis ouvertement. Sauf que beaucoup dans la communauté ne peuvent pas le faire. En 2020, 50% des personnes vivant avec le VIH avaient plus de 50 ans. Le sida, VIH-Sida, ça a 40 ans, l'histoire. Et il y a beaucoup d'hommes homosexuels qui en sont morts. Donc la problématique de vieillir avec le VIH, elle est maintenant. Et cette problématique-là, elle est d'autant plus problématique que l'histoire du VIH-Sida, elle a 3 phases. Jusqu'à 96, c'est les années de cendres, où les hommes mouraient du sida. 96, l'arrivée des trithérapies qui font que des personnes comme moi sont encore en vie. Et puis 2007-2008, où on sait que les personnes qui prennent leur traitement, qui ont une charge virale indétectable, donc maîtrisée, ne transmettent plus le virus. Sauf que dans les EHPAD, et ailleurs, même dans les hôpitaux, les infirmières, infirmiers, les docteurs, etc., ne sont pas forcément au courant. Nous, on a eu des retours d'hommes homosexuels qui avaient fait leur coming out, étant homosexuels, qui avaient fait leur coming out, étant personnes vivant avec le VIH, et une fois qu'ils arrivent dans un EHPAD, ils retournent au placard. On a eu des retours d'infirmières dans des EHPAD qui, parce que la personne avec qui elles accompagnent... Pardonnez-moi, parce qu'on leur a... On a eu des attitudes ou des paroles envers elles qui font que... J'allais dire des infirmières qui mettaient 2 paires de gants en latex pour laver la personne qui était séropositive au VIH. C'est une humiliation qui vient s'ajouter au fait qu'on est invisibilisé. Donc il y a un vrai, pour les personnes séropositives, il y a un vrai travail à faire, excusez un peu Francis, de formation auprès des personnels soignants, infirmiers, docteurs, etc., pour savoir ce que c'est que... entre autres le VIH, mais c'est tout ce qui est autour de la santé. Il y a aussi les comorbidités. Les personnes, moi, cette année, j'ai eu ma première à 51 ans, ma première comorbidité. Les personnes qui vivent avec le VIH, elles ont 3 soucis. Les dents, les cancers et le cœur. Moi, j'ai, à cause de mes antirétroviraux que je prends depuis 20 ans, du mauvais cholestérol dans le cœur, donc je prends de la statine et de l'aspirine. C'est un nouveau traitement à vie. Ça, ce sont des comorbidités qui aussi jouent sur la santé mentale. Et quand des personnes se retrouvent en EHPAD dans des lieux où elles ne sont pas accompagnées par rapport à ça, c'est très difficile à vivre. Donc il y a un vrai travail de pédagogie, un vrai travail d'accompagnement à faire pour toutes les personnes, notamment qui vivent avec le VIH. Et dernier point, on parle de santé, mais aussi on parle du tabou de la sexualité. Du tabou de la sexualité, des personnes qui nous disent qu'en EHPAD, parler de sexualité quand on est vieux ou quand on est vieille, et en plus quand on est gay ou quand on est lesbienne, parler de sexualité en EHPAD, c'est impossible. Donc il y a un vrai travail de pédagogie, de communication, et j'ai même envie de dire d'activisme à faire. C'est-à-dire qu'il faut un peu leur rentrer dedans pour faire bouger les lignes. Alors, à ce stade de la discussion, on a quand même abordé un certain nombre de sujets. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour soit témoigner, soit poser une question aux différents intervenants? Non? Pas encore? Bon, ben on va continuer à parler. Ah si, madame, je vous en prie. Moi, je voulais savoir... Voilà, c'est gentil.
Merci. C'était une information pour les senioritas. Si je tape senioritas sur Internet, avez-vous un site, avez-vous quelque chose? Non, ça effectivement, c'est pas dans nos moyens d'avoir un site pour l'instant. Il faut l'entretenir, ça coûte cher. Pour l'instant, pour vous donner une idée, nous, c'est 10 € la cotisation. Vous voyez, on va pas loin. Oui, non, c'est pas ça, mais c'est pas pour vous trouver. Non, Où est-ce mais qu'on pour vous nous trouve? trouver, il faut. Vous venez me parler tout à l'heure, à la fin. Ou sinon, vous pouvez. Par contre, vous pouvez envoyer un mail. C'est groupe.senioritas@gmail.com. D'accord. C'est la seule façon de nous trouver. D'accord. Sinon, Mais et vous vous réunissez dans quel endroit on se réunit depuis le 1er novembre. On se réunit à la Maison des associations du 12e arrondissement. Maison des femmes? Non, nous Non. étions avant à la Maison des femmes. Ah oui. Jusqu'au mois d'octobre, mais depuis le 1er novembre, on est à la Maison des associations du Du 12e. 12e, ok. Et Donc, groupe Senioritas attaché ou non, un point? groupe.senioritas@gmail.com. Point, d'accord, ça marche. Merci. Ou sinon, à la fin, je suis à votre disposition. J'arrive. Bonjour à tous, Jean-Marc Bitoun, je suis de l'association Action Traitement, mais c'est à titre personnel que je voulais. Action Traitement, c'est une association de lutte contre le sida et qui travaille beaucoup autour donc des traitements, du parcours de soins, toutes les questions liées au VIH et aux hépatites. Et je suis moi-même écoutant sur la ligne d'écoute de l'association et je suis aussi son président d'honneur. La question que je me pose par rapport à l'habitat partagé, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse, mais c'est toujours quelque chose qui me paraît difficile de quitter son propre domicile. On a un peu peur même d'aller en maison de retraite, on a peur aussi. Donc je me dis, est-ce que dans ce genre d'habitat partagé, est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire dans le cadre d'une expérience? C'est-à-dire dire, voilà, je vais aller vivre 6 mois en habitat partagé pour voir si c'est quelque chose qui me convient et que je ne me retrouve pas à la rue si ça ne me convient pas. Alors, comme disait Francis, on est dans l'expérimentation. C'est-à-dire que le premier a 3 ans, et au début, on ne savait pas trop, on avait mis 2 mois. On a allongé la période d'essai aujourd'hui à 4 mois, puisqu'on se rend compte qu'effectivement, il faut un temps pour s'habituer, un temps pour être sûr, en demandant en fait que la personne qui vient garde sa possibilité de retour dans son ancien logement, au moins pendant les 4 premiers mois. Voilà. Et un de nos plus anciens cohabitants vient de se séparer de son logement précédent il y a seulement 2 mois, au bout de 3 ans. C'est-à-dire que là, encore une fois, il faut laisser aussi à l'individu le temps de... Alors, je ne parle pas en EHPAD où là, on vous laisse 1 mois pour vider votre maison et on est dans la violence complète. Mais on s'aperçoit qu'effectivement, comme tu disais Jean-Marc, on a besoin de temps. Et il faut laisser le temps à la personne de faire son chemin pour dire oui, je veux vivre comme ça. Mais à partir du moment où on est sur l'accompagnement de groupes qui vont eux-mêmes décider de la façon dont ils vont cheminer, ce n'est pas un problème. Chacun cheminera à son rythme. Voilà. Et juste pour compléter par rapport à ça, les potagers de Rosa Bonheur, on a 2 projets, un en Ile-de-France et un en Camargue, le Pitaxan. Et en Camargue, on s'aperçoit que dans les villages de province et de région, on s'aperçoit que les gens sont très attachés à leur maison qui est construite dans un lotissement où les personnes vieillissent et meurent dans leur maison, c'est les enfants qui récupèrent, etc. Et nous, on est en train de déconstruire ça par rapport à ces personnes. Moi, je suis d'Aigues-Mortes, et les gens, ils ont l'habitude de vivre dans leur maison, et pour eux, vivre dans un immeuble où il y aurait plusieurs appartements avec une salle commune, ça leur paraît complètement alien comme concept, parce que culturellement, c'est pas leur habitude. Donc, il y a aussi ce travail de déconstruction, on est obligé de vieillir, de mourir dans notre maison pour, en fait, vivre collectivement dans un lieu. Et ça, c'est un vrai travail aussi qui est de fond qu'il y a à faire. Francis, et puis peut-être tu pourras répondre aussi. Moi, je me pose la question financièrement aussi. Est-ce que c'est un habitat qui est accessible à tout le monde ou... Ouais. Oui. Alors, déjà, il n'y a pas de contrainte de revenus. Parce que c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on n'est pas isolé. Et c'est-à-dire que ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que beaucoup de dispositifs ne sont accessibles aujourd'hui qu'aux personnes qui sont en dessous des minima sociaux. Donc, pas de contrainte de revenus. Premièrement, on nous l'a assez reproché, mais c'est comme ça qu'on fait la mixité. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que pendant les 4 mois d'essai, effectivement, c'est financé. Alors, c'est financé pour nous par l'AVP, par l'aide à la vie partagée, donc qui finance cette partie-là, pour laisser justement ces 4 mois et aux personnes qui n'ont pas les moyens
de pouvoir y accéder. Après, je vais vous donner une idée sur le premier. Aujourd'hui, sur les 5 occupants, on en a un qui bénéficie de ce qu'on appelle la CAF, les allocations. Voilà. Donc le loyer de 575 € tout compris lui revient à 35 €, 40 €. Voilà. Et pour les autres, ils payent les 575 €. Donc après, c'est cher en province, c'est pas cher à Paris, bien sûr, mais on est... Oui, il y a un mot que je voulais, qu'on n'a pas prononcé. On a créé ces lieux de vie sur un concept qui est affinitaire. C'est-à-dire qu'il n'est pas communautaire, il n'est pas réservé à des populations spécifiques, il est basé sur l'envie de vivre ensemble, qui que l'on soit. Et on peut très bien comprendre que les affinités, elles créent des groupes qui peuvent être différents. Toute notre vie, on fonctionne par affinité. On s'entoure des gens et on ne s'entoure pas forcément de gens qui ont notre identité ou notre orientation sexuelle. On fréquente les gens que l'on a envie, que l'on aime, et c'est des affinités qui décident de ça. Et dans la vieillesse, si on vit ensemble, c'est pour créer une solidarité. C'est pas pour avoir des individus qui sont les uns à côté des autres et qui ne cèdent pas. Donc c'est de baser tout sur l'affinité et la solidarité entre nous. On ne peut pas sans arrêt non plus demander aux autres et au pouvoir public de répondre à tous nos besoins. Donc il faut imaginer, et plus on ira dans l'avenir et plus ce sera présent, parce que le nombre de vieux, eh bien, on croît exponentiellement, c'est-à-dire que le mur de la vieillesse est là, et donc il faut imaginer qu'il va falloir quand même, entre nous aussi, s'aider. C'est être présent, être attentif, et non pas de réclamer sans arrêt au pouvoir public en disant à la mairie j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Non, ça ne pourra pas marcher comme ça. Il faut à la fois une société solidaire, mais pour avoir une société solidaire, il faut que nous soyons solidaires entre nous sur une base affinitaire. Il y avait une question, monsieur. Oui, alors effectivement, logistiquement, c'est pas possible que tout le monde aille dans ces lieux partagés, puisqu'ils sont peu nombreux, ils sont encore à un niveau expérimental. Donc j'ai bien entendu Gaypride se charge aussi de la formation du personnel hospitalier ou para-hospitalier. Et est-ce que vous envisagez, oui, c'est peut-être déjà le cas, des accompagnements, des visiteurs, effectivement, pour soutenir les personnes qui le souhaitent, donc un soutien psychologique ou un soutien à domicile, les personnes moral à même, domicile, oui, donc, ouais. ou les aider à faire des courses tout simplement parfois, des choses comme ça, et à travers ça, entretenir une discussion sur lesquelles on se retrouve finalement. Alors, je vais répondre, et puis après je passerai la parole à Sylvain. Moi, je suis au petit frère des pauvres. C'est comme ça que j'ai commencé, donc comme je le disais, à l'accompagnement. Et je veux montrer, enfin, vous raconter juste une histoire que je raconte dans le bouquin d'ailleurs, que j'ai écrit. À un moment donné, il y a quelqu'un des petits frères qui me dit tu pourrais aller voir ce monsieur, c'est un comme tu dis. L'incapacité de prononcer le mot homo ou gay, c'est un comme tu dis. Alors j'ai dit un comme tu dis. Bon, j'ai quand même compris qu'est-ce qu'on voulait dire. Donc je suis allé dans cet hôpital de soins de suite et c'est un vieux monsieur. Et pour libérer la parole, j'ai tout de suite parlé de mon orientation sexuelle. J'ai dit que je ne sais pas comment je l'ai placé, mais j'ai dit que j'étais avec mon mari, qui m'avait laissé, etc. Et immédiatement, j'ai vu cet homme changer d'attitude. C'est-à-dire immédiatement, je l'ai vu avec cette possibilité de s'ouvrir, de m'accepter dans sa vie. Il m'a raconté sa vie, il m'a raconté ce qu'il a fait. Et quand je suis allé chez lui après, il m'a fait, je dessine et lui aussi dessine. Et tous les matins, il prenait une feuille blanche, je raconte ça, et c'est quelque chose de vrai. Il prend une grande feuille blanche, il y travaillait dans un grand magasin, comme il organisait les vitrines. Et donc, son truc en vieillissant, c'était de faire ses dessins, des dessins érotiques, d'hommes, de muscles, de sexe, de ce que l'on veut. Et tous les matins, il faisait ça. Et puis, dès qu'il avait fini, il rangeait sa feuille dans son carton en dessin qu'il cachait derrière son lit pour que l'aide ménagère ou l'infirmière qui allait arriver ne voit surtout pas ce qu'il avait fait. Et j'ai été la première personne à qui il a montré ce qu'il avait fait. Ben, si vous voulez, cette histoire symbolise bien
la crainte du regard que l'on peut avoir de l'autre, l'isolement que l'on construit soi-même. C'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas eu des gens, il n'y avait peut-être pas des gens homophobes, mais quand on se sent fragile, le premier mécanisme que l'on a pour se protéger, c'est s'invisibiliser, c'est-à-dire se faire le plus petit possible. Et les personnes trans âgées sont encore plus dans ce phénomène. C'est-à-dire qu'elles vont se faire le plus petit possible en disant « moins on me verra et moins j'aurai de risque d'être discriminé ». Mais vous imaginez quand même qu'est-ce que ça représente. Et le point ultime, après l'invisibilisation, il faut le dire quand même, c'est le suicide. Le suicide des personnes âgées, on n'en parle pas. C'est en nombre équivalent au nombre d'accidents, de morts par accident de la route. Bon, donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Alors en fait, le maintien à domicile est une vraie question, puisque le maintien à domicile est maltraitant donc avec notre communauté. Il l'est d'ailleurs pour les autres aussi, mais on parle de notre discrimination. Et il est maltraitant avec le personnel aussi qui intervient à domicile. Parce qu'aujourd'hui, on accepte tous de voir des personnes qui vont travailler 12 heures par jour et être payées 4 ou 5 maximum, dans des conditions que chacun, on n'accepterait pas. Donc effectivement, encore une fois dans l'expérimentation, comme l'habitat partagé, donc, on a lancé cette année le projet POWO, regroupement de chefs pour guérir, en se mettant ensemble, où on va plutôt être sur l'idée de mobiliser à la fois les acteurs traditionnels, aide à domicile, médecins, infirmières, kinés, enfin tous ceux qui vont intervenir habituellement sur le plan classique, plus le plan associatif. Parce que finalement, dans tout ça, ce qui compte, c'est la personne elle-même. C'est qu'on oublie souvent la personne elle-même. On va dire qu'on va venir la laver à 7 heures, sauf qu'elle, elle s'est levée toute sa vie à midi et qu'elle n'a pas envie de se lever à 7 heures. Voilà. Là aussi, une fois de plus. Donc on est sur ce projet-là innovant qui va petit à petit essayer de trouver des solutions en partant des personnes concernées. Et j'allais dire, pour faire le lien avec le CNAV, c'est ça. C'est-à-dire ce qu'on espère, c'est la raison pour laquelle, c'est ce que j'ai expliqué vendredi soir, notre participation et notre soutien, c'est un peu comme le Pacs qui finalement a servi au reste de la société. Parce qu'aujourd'hui, le Pacs, c'est 15% de LGBT en réalité, mais ça sert à tout le monde. C'est que toutes les expérimentations qu'on fait par rapport à nos discriminations qui sont visibles, mais faites-en aussi plein d'autres. Et prenez comme nous, en fait, en main les choses et construisons ensemble les choses. Est-ce que Christine ou Anne-Marie voulaient ajouter quelque chose? Alors moi, il y a beaucoup d'hommes qui ont parlé finalement là. Pas assez de femmes. Je tape si. Allez-y. Non, je vais te faire mal. Je suis boxeuse. Donc en fait, je rebondis sur le fait de parler des personnes trans. En fait, ce qu'il y a, j'ai parlé d'une chose, c'est les personnes trans âgées qui n'ont pas pu transitionner et qui souvent vivaient dans leur placard avec leurs vêtements féminins, qui avaient tout ça. Et s'il y a des soignants, ils vont tout jeter. Et ils ne pourront plus vivre ce moment de liberté qui leur restait. Moi, j'ai au centre LGBT de Paris, je suis aussi la trésorière d'Accept ST, qui est la plus grosse association trans de France, où on a 17 salariés trans. On a eu des salariés trans et des assos trans qui fonctionnaient à partir du moment où les personnes trans pouvaient faire des études sans se faire discriminer. On a des médecins trans, ça existe. Mais pendant leurs études, ils se planquent. Eh bien, en fait, ces personnes vont se retrouver avec le risque d'être outées. Parce que simplement, elles ont tout un passé chez elles qui va montrer leur identité et leur genre d'origine. Et en fait, il y a ça. Il y a aussi, on parle des fois, vous savez, des transitions. Moi, à Accept Est, on a beaucoup de personnes qui viennent d'Amérique du Sud et qui, quand elles deviennent âgées, elles se disent « Oh, je retournerai bien dans mon village, je retournerai bien dans ma ville ». Sauf que dans sa ville, on est transphobe. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont se faire enlever les implants qu'elles ont mis, qui vont se recouper les cheveux. Tout ça pour dire « Je veux pas qu'on m'assassine quand je vais rentrer dans mon village ». Ça existe. Vous savez, on a beaucoup de personnes qui meurent dans ces pays à cause de la transphobie. Et chez nous, il y a encore beaucoup d'assassinats de personnes transgenres, beaucoup de violences sur les personnes transgenres, d'agressions. J'ai passé à Anne-Marie, il n'y a pas de problème. Ouais. Moi, je n'oublie pas. Oui, oui. Alors pour l'Italie, je ne connais pas, mais c'est vrai que c'est très inquiétant.
Ça, c'est le gros problème des personnes transgenres, c'est que quand, par exemple, vous faites une vaginoplastie, vous êtes une personne transgenre, on vous met dans une chambre seule. Même si vous n'avez pas le statut médical pour avoir une chambre seule, vous n'avez pas de mutuelle, bon, en pratique, c'est pris en charge, mais bon, le fait d'avoir une chambre seule à l'hôpital, c'est que c'est compliqué. On nous met dans une chambre seule, toujours. Mais quand on est âgé, est-ce qu'on va nous autoriser ça? Parce qu'on va être considéré comme une personne standard. Est-ce qu'on va nous considérer comme un homme, comme une femme? Vous savez, quand notre ami parlait le serveur dit monsieur, madame, il faut savoir que nous, quand on va porter plainte à la police pour la transphobie, on est des messieurs, madame pour les flics. Alors bon, moi, je leur fais me fermer leur clapet assez vite, mais on est des messieurs, madame. On vous appelle monsieur, madame. C'est quand même super insultant. Un mot d'Anne-Marie, parce qu'on ne vous a pas beaucoup entendu. Oui. Disons que pour terminer, je voudrais que pour ma fin de vie, comme chacun d'entre vous, voilà, je voudrais qu'on me respecte. Voilà, moi je me suis battue pour être lesbienne, pour vivre ce que j'étais, et j'aimerais que ça dure jusqu'au bout. Voilà, je voudrais pas qu'on me remette au placard. Enfin, c'est ce qu'on dit tous, quoi. Voilà, j'aimerais qu'on me respecte jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh là, bah, du coup, il y en a plein là. Allez, madame. Merci. Oui, moi j'ai une question par rapport aux formations que vous proposez dans les EHPAD. Donc si j'ai bien compris, c'est la ville de Paris qui est en accord avec vous, enfin qui comprend et qui vous soutient. Quel accueil vous avez reçu dans les EHPAD et quel type de formation vous proposez? Les formations sont sur plusieurs jours et on forme des responsables qui vont porter le projet sur le long terme et puis les intervenants qui ont une sensibilisation simplement. C'est très variable parce que le problème c'est qu'aujourd'hui dans ce secteur ce sont des métiers contraints. La plupart des gens en France, enfin surtout à Paris, en Île-de-France, sont issus de minorités culturelles ou religieuses qui ne sont pas forcément très tolérantes et ouvertes ni à la sexualité, ni à l'orientation sexuelle, ni à l'identité de genre. Donc effectivement, on ne va pas dire qu'on fait la formation et puis chouette, ça y est, tout va bien. Non. On va instiller plutôt des pratiques. On va instiller le fait que on est tous confrontés à la sexualité à travers son travail. Eh bien, au lieu de prendre des décisions seuls, on va décider en groupe, parce que le groupe va réguler davantage. On va avoir d'autres, il y aura des gens d'origine différente, des cultures différentes, des réactions différentes, et c'est ça qui va faire, dans le temps, permettre aux gens de progressivement accepter, réagir, etc. Aujourd'hui, ça peut être violent, ça peut être du ricanement. Ah, j'ai vu tu les as vus encore, ils se tripotaient dans le couloir. J'ai vu, enfin, le vocabulaire sur la sexualité, il est très violent la plupart du temps. Donc, c'est des choses que on va pas régler comme ça. Hein. Il faut prendre du temps. C'est culturellement quelque chose, une modification culturelle. En région, il y a des formations aussi. Alors, on a des sensibilités. Il y a La Rochelle, il y a plusieurs. En fait, la ville de Paris nous a servi d'expérimentation. Donc là, ça se décline. Et là, aujourd'hui, on va commencer à intervenir dans d'autres EHPAD plutôt associatifs ou municipaux ou intercommunaux, donc Annemasse, La Rochelle, Nantes, et puis je ne sais plus lequel encore. Enfin, ça, Port-Vendre aussi. Voilà. Bonjour. Une dernière question, parce que malheureusement, on arrive au terme. C'est une piste de solution. Moi, je suis aide à domicile en choix, pas dans un parcours contraint. Et je travaille avec d'autres aides à domicile à mon compte. Ouais, on est tout à notre compte. Et ça permet en fait de travailler aussi de façon affinitaire quelque part. Moi, c'est en milieu ultra rural et c'est plutôt sur une affinité de comment est-ce qu'on pense le soin, quel type d'accompagnement, comment est-ce qu'on a envie de travailler. Mais en fait, c'est juste ça me donnait une piste peut-être, notamment pour les gens qui vivent dans les villes, notamment pour des gens qui fréquentent des associations où il y a plusieurs générations. N'hésitez pas à demander aussi dans ces milieux-là, à chercher des gens qui auraient envie de travailler là-dedans. Parce qu'en fait, devenir soi-même employeur d'une autre personne qu'on choisit pour travailler avec nous, ben c'est possible et c'est vraiment pas compliqué. Et moi, j'arrive autour de moi à convaincre plein de personnes à bosser dans ce métier. Parce que c'est passionnant, parce qu'on peut y travailler autrement, parce qu'on peut s'organiser. Mais des personnes qui ont un peu de moyens, mais en fait, vous pouvez rémunérer quelqu'un. Des personnes qui n'ont pas de moyens, vous pouvez être prises en charge par les aides
de l'APA, c'est pas forcément obligatoire de passer par une association. Donc voilà, c'est une piste parmi plein d'autres et il y a des actions à faire à plein d'endroits, mais c'est peut-être aussi possible dans les milieux affinitaires. Enfin, peut-être que dans les pharmacies du Marais, qui, avec tous les logos LGBT à l'extérieur, dans certaines assos, etc., on peut mettre des petites annonces en disant qu'on recherche des gens qui travailleraient aussi dans une logique affinitaire, éventuellement. Enfin, en tout cas, je me dis que ça peut être une piste. Et après, surfiler les bons tuyaux. Et comme il existe aussi des médecins, par exemple, où on sait qu'ils sont sur les enjeux de sexisme, de grossophobie, de racisme, etc., plutôt amis, et créez-vous des équipes dans chaque ville et dans chaque village de gens aussi qui bossent là-dedans et qui pourront soutenir les besoins de chacun. Merci pour cette ébauche de solutions, parce que des solutions, il y en a certainement. On en a évoqué quelques-unes, il y en a, comme vous dites, d'autres aussi. Et c'était le but aussi de cet atelier. Évidemment, pas de répondre à tout, mais de mettre sur la table quelques pistes, quelques orientations, parce qu'il va bien falloir y arriver à prendre en compte quand même la vieillesse les vieux et les vieilles aussi personnes LGBT+. Donc, merci en tout cas de votre attention. Je suis obligée de libérer parce que Francis Carrier participe à une conversation que je vous invite à suivre. Et puis, ces discussions, elles se poursuivent évidemment dans tout le contre-salon. Merci.